Et je vais remercier nos intervenants de ce jour. Donc Isabelle Lery qui est là, vous êtes présidente de Paris Seine-Normandie. On prendra le temps de présenter un petit peu la structure. Frédéric Sylvestre, vous êtes directeur général des Portes de Lille. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Franck Grimm-Pré, vous êtes le président du cercle économique de l'Alliance Seine-Esco, également président, surtout président de l'Ox, d'abord. Et je vais vous demander peut-être de prendre votre micro. Et si vous le permettez, madame, je vais laisser à monsieur monsieur Grimm-Pré nous faire peut-être... en tant que président du cercle économique, vous avez organisé et animé avec Jean-François Dallez en juin dernier 2 réunions du cercle éco, et peut-être en ouverture de cette table ronde, vous faire un peu part peut-être des principaux enseignements de ces 2 réunions qui étaient consacrées aux conditions de réussite économique du projet, avec une réunion sur le débouché sud et une réunion sur le débouché nord du canal Seine-Nord-Europe. Bonjour à toutes et à tous, Franck Grimm-Pré, je suis président fondateur de l'Ox et du groupe de Relox. On exploite 2 millions de mètres carrés en France, on est 5800 collaborateurs et on essaye depuis 2009 de faire autre chose que du tout camion ou du camion d'abord, avec du vrai report modal. Et nous avons 3 sites embranchés fluviales et nous en avons développé 2 autres, dont Monsieur le Président, merci de l'avoir salué. On est très fiers ces derniers jours puisque Denain va accueillir une compagnie maritime internationale qui s'appelle Maersk, qui va créer 100 emplois sur une friche industrielle. Donc quand on parle de ZAN, quand on parle d'économie, on s'est associé tout ça sur des friches également, je tiens à le dire, tout ça en bord à canal. Alors, vous me demandez d'intervenir en tant que président du cercle économique, merci. C'est pas 2 réunions qu'on a tenues, ce sont des dizaines à travers tout ce qui peut se passer, qui a été déjà rappelé par le président. Des réunions au niveau de l'axe nord, des réunions Norlink, des réunions avec les cercles des chargeurs, la UTF entre autres, donc les vrais utilisateurs et les vrais embranchés bord à canal aujourd'hui. Pourquoi on a tenu ça avec ces personnes? Je répète, au moins 10 réunions, pour dire c'est quoi votre besoin et vous installer, vous pourriez vous intégrer dans l'échelle du temps, comment, quand et qui seraient les interlocuteurs. Et donc on est revenu devant l'axe Seine-Nord en disant, et merci aux intervenants de l'époque, et 2 réunions l'année dernière, en disant on a 3 sujets. On a le sujet du foncier, on a le sujet de la temporalité, et on a le sujet d'un guichet unique, puisque c'était notre synthèse. Et Monsieur le Président, c'est ça que je voudrais passer comme message dès aujourd'hui. Les travaux aujourd'hui sont là où ils sont, je parle de physique. Merci Jérôme, je sais que M. Desaubry va nous faire une brillante présentation du séquençage de ces travaux, qui ne sont pas à marche forcée, mais qui sont dans le timing fixé, il faut quand même le saluer. Sur des grands chantiers comme ça, c'est plutôt rare. On a encore quelques petits opposants, mais nous on les ignore. Dans le monde de l'écologie, j'ai pas peur de le dire, on en a reçu un sur Denain. Quand on a vu la population qui était pour, il s'est retourné, il est parti. Donc, 3 sujets. Le foncier. Sommes-nous aujourd'hui bien arrêtés sur là où ça commence, là où ça se termine, longueur par largeur, le coefficient d'occupation des sols, puisqu'on ne sait pas imaginer des implantations sans connaître les règles d'urbanisme liées à ces fonciers. Et je pense que je me répète un petit peu pour certains, mais ça n'a pas changé depuis l'année dernière. La deuxième chose, c'est la temporalité. Ravi, Monsieur le Président, de savoir que le Président Bertrand, comme vous avez décidé de prendre les choses à bras-le-corps avec un interlocuteur, des intercommunalités, des gens du territoire concerné. Il le réclame depuis longtemps que qu'on localise bien les besoins, les définitions pour avoir ensuite des interlocuteurs privilégiés et un guichet unique. Qu'est-ce que vous nous proposerez? Parce que le monde économique, il a besoin de simplicité. Il a déjà à gérer son business. Et il a déjà à gérer, je dirais, sa vision, l'ambition qu'il associe. Et il nous faut en face de ça des vrais interlocuteurs, ceux que nous avons aujourd'hui entre le phasing travaux, les interlocuteurs sur le foncier, et vous m'avez apporté une très bonne nouvelle, c'est le compte, vous l'avez appelé le compte terre disponible. Compte foncier régional. Compte foncier régional. Alors ça, messieurs, dames, c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui. Moi, je suis ravi de l'apprendre. Ça veut dire qu'on a 1500 hectares, on pourra faire fluctuer les besoins des uns et des autres. Condition quand même, hein. On avait tous compris que c'était facile
de saisir ce compte. En tout cas, pour un industriel qui doit venir, pour un vraquier, pour un entrepôt, une unité de conditionnement, c'est essentiel de savoir qu'on peut peut-être parfois faire varier les choses. Et ce qui est important, c'est qu'on soit rassuré par M. de Zobry sur toutes ces enquêtes publiques qui ont été faites dans les règles de l'art, ce qu'il nous a déjà dit, mais qu'il nous répétera, malgré peut-être l'un ou l'autre des derniers détracteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était votre réponse, en tout cas. Merci monsieur le Président. Je vous propose de passer peut-être à votre voisin, Ferenc Schillaci, directeur général des Ports de Lille. Alors, l'Assemblée ici ne connaît peut-être pas forcément le poids des Ports de Lille. Je vous demande peut-être de représenter un petit peu voilà, ce que pèsent les Ports de Lille, puisqu'il y a un S, je crois, un Port de Lille, dans le contexte de transport logistique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Port de Lille, entreprise Port de Lille est une émanation de la CCI et nous gérons un ensemble de 13 sites. Je dis sites parce que ça va de tout petit, 5000 m², à des sites de 110, 120 hectares. 13 sites autour de la métropole lilloise, globalement depuis la frontière belge jusque Lens, et puis vers l'ouest jusque Saint-Omer. Ça fait un ensemble aujourd'hui de 9 millions de tonnes qui transitent par nos ports. Et c'est une fierté locale lilloise, parce que je dis parfois que, bien évidemment, le premier port intérieur français, on est ici à Paris, et à Paris, il y a la Seine, regardez autour de vous, à quel point c'est majestueux. Et le deuxième port, c'est Strasbourg, où il y a le Rhin. Nos amis allemands parlent toujours du père Rhin, Fädechenrhein. Et bien à Lille, nous avons la Deule. Avouez que c'est quand même moins sexy. Essayez même de le dire en anglais, Down River, ça fait la rivière ennuyeuse. Et pourtant, on arrive à faire 9 millions de tonnes avec l'ensemble de ces sites et un engouement qui est assez important. Et ce qui est pour moi un facteur très important, c'est que parmi les échanges que nous enregistrons, 80 à 85% est à destination ou provenance de la métropole lilloise. Donc nous ne sommes pas forcément un port de transit, nous ne sommes pas un port où la marchandise arrive et repart par la route sur des kilomètres et des kilomètres. Nous sommes vraiment un site de destination et donc au service du territoire. Merci beaucoup. Je proposais maintenant à Mme Isabelle Lajunier-Riquier de se présenter un petit peu l'association Paris-Seine Normandie à l'attention de nos participants. Alors je vais être très taquine parce que j'ai beaucoup entendu parler du Nord. Bienvenue sur la Seine. Paris-Seine Normandie est une association qui a un peu plus de 10 ans maintenant, qui a été fondée par les CCI normandes et les CCI franciliennes, par Île-de-France et Normandie, avec pour partenaires Aropa, VNF, LSN, Logistique Seine-Normandie, avec pour engagement de contribuer, dans sa mesure, au développement économique et à la compétitivité de l'axe Seine, dans le cadre du premier CPIER, dans le cadre du suivant, celui qui arrive, et qui, grâce au décret, va intégrer aussi Seine-Amont. Donc, ce qui va faire que c'est un territoire qui part de la Seine-et-Marne et qui va aller jusqu'au Havre et toute la façade littorale. Moi, je suis toute nouvelle aussi. Alors, peut-être moins, mais je suis devenue présidente de Paris-Seine Normandie au mois de juillet 2023. Donc, depuis, j'ai pris mon temps et j'ai essayé de comprendre, d'apprendre, d'écouter, d'entendre, pour créer une nouvelle feuille de route pour PSN. Et c'est peut-être ma profession qui rejaillit et qui ressurgit un peu, c'est que j'ai entendu des besoins. Il y a énormément d'initiatives, il y a énormément d'acteurs, vous l'avez dit, M. Coulon, mais j'ai entendu des besoins de mise en relation, j'ai entendu des besoins pour créer des coopérations, j'ai entendu des besoins pour se faire connaître, se faire reconnaître. Il y a un travail extraordinaire qui vient d'être publié par Logistique Seine-Normandie sur son schéma de cohérence logistique sur l'axe Seine.
Donc peut-être à dupliquer, peut-être à réorganiser, peut-être à regarder comment on peut travailler différemment. Besoin de connaître son environnement, un besoin de formation, parce que tous ces métiers, toute cette évolution va créer forcément un besoin de formation, de la formation de masse, parce que nous avons des métiers qui vont disparaître, et toutes ces personnes, il va falloir les former aux nouveaux métiers, et aussi des métiers spécifiques dans l'ingénierie, dans la recherche, dans l'innovation. Et puis, le grand point commun à tous, c'est de répondre aux grands enjeux d'aujourd'hui, qui sont la transition environnementale et énergétique. L'Axe Seine, on a une culture nucléaire depuis très longtemps, l'hydrogène se développe. Voilà. Donc le défi aujourd'hui de PSN, c'est pas de faire à la place d'eux, c'est essayer d'être un facilitateur au milieu, de permettre la coopération, de créer des liens entre les différentes régions déjà, sans effacer les spécificités de chacun. Chacune de nos régions, chacune de nos départements, déjà rien que sur l'Axe Seine, nous avons des spécificités, et c'est comment nous allons pouvoir travailler ces spécificités pour devenir encore plus forts. Et j'ai entendu une phrase qui était intéressante, qui disait « Le port doit se tourner vers la mer, c'est certain, mais les ports doivent aussi se tourner vers la terre, et donc vers le multimodal, et créer ce lien nécessaire entre le fleuve, qui est sous-exploité, au moins sur la Seine, puisque ça je le sais, sur le Nord je ne sais pas encore, le ferroviaire, tout le réseau ferroviaire, la route, qui ne peut pas disparaître, parce qu'Anne-Marie Rec rappelait il n'y a pas très longtemps que la facilité c'était quand même la route, donc on ne l'enlèvera pas, mais comment on la réduit. Et puis aussi l'avion, puisqu'il y a un travail aujourd'hui qui se fait avec Orly à Roissy, pour savoir comment la spécificité de l'avion peut être intégrée dans la multimodalité. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra d'ailleurs avec l'expert du Shift Project sur le poids du fluvial ou l'intérêt du fluvial dans la décarbonation des transports. Mais je voudrais rester quelques minutes sur ce sujet. On voit aujourd'hui un certain nombre de chargeurs qui communiquent beaucoup. Nous, chez EcoAct, moi je travaille dans cette société qui est dédiée à la décarbonation. On a beaucoup de clients qui parlent beaucoup de décarbonation. Et on voit que ça reste compliqué parfois en termes de transport de marchandises. Oui, je veux bien que vous passiez effectivement votre micro. Alors, Ferenc Silati, vous voyez des chargeurs, vous voyez des logisticiens, et on finira avec Franck Grémonpré. Est-ce que vous avez quelques exemples justement de chargeurs, de transporteurs qui misent sur le fluvial dans cette logique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, avec bien sûr toujours cet objectif de compétitivité économique. Il ne s'agit pas de faire du fluvial juste pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Ce sont d'abord des entrepreneurs qui prennent ces décisions. Est-ce qu'il y a quelques exemples que vous voudriez nous partager? Alors, oui, et quand on est à Lille, nous sommes jamais très loin de la frontière. Et donc, il est assez facile pour nous aussi d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Très intéressant parce que nos voisins belges ont également une loisane qui s'appelle Stop Béton. Oui, ils sont très figurés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des initiatives également chez nos voisins, notamment en matière de verdissement, peut-être pas un mot très sympathique, de la flotte fluviale. Il y a aujourd'hui des initiatives qui sont en cours à faire en sorte que les bateaux, les grands bateaux, on parle de grands gabarits, 110 mètres sur 11,40, passent à l'électrique, avec plutôt des batteries qui sont des conteneurs qui sont des batteries. Donc ça d'un côté, et chez nous, plus terre à terre, il y a effectivement des industriels qui misent énormément sur le fluvial. Les exemples les plus courants sont évidemment tout ce qui concerne le conteneur. J'importe, j'exporte et je mets mon conteneur sur la voie d'eau. Mais également dans notre région, il y a un trafic entre le site de Béthune et un site qui est juste au sud de Lille, sur une très courte distance, 30 km, où un industriel fait tourner ses marchandises entre deux sites. Et donc on parle de vase close. Donc, ici, ce n'est pas le conteneur à l'exportation, c'est vraiment une boucle qui va d'un site à l'autre, évitant ainsi jusque 72 000 camions par an sur les routes. Ce qui est quand même assez important. Et là, on voit aussi qu'il y a des chargeurs qui prennent le devant. Ça fait presque 5 ans que ce trafic est en cours. Et donc, on trouve aussi des bels exemples
et sans aide à la pince, je crois, dans ce cas présent. Exactement. Et parfois, c'est une réflexion que je partage parfois avec les chargeurs quand on voit qu'à Paris, depuis plus de 10 ans maintenant, il y a un trafic qui bénéficie justement de cette aide et d'autres trafics un peu plus industriels dans un pays qui souhaite se redévelopper ou se réindustrialiser n'en est pas éligible. Voilà. On salue le travail du chargeur et parfois on peut aussi se poser des questions de cohérence. Merci. Franck Grémonpré, cette logistique, entre guillemets, verte, moi aussi je ne suis pas très fan de ces termes de verdissement vert, mais bref, à quoi ça correspond concrètement? Aujourd'hui, quand on utilise de l'immobilier, vous avez tous pris connaissance des nouvelles dispositions sur la construction elle-même. Bon, ça c'est un premier axe immédiatement quand on s'installe. L'axe immédiatement joint à cet immobilier, à ce stop de marchandises sous un toit, c'est l'amont et l'aval. Et là on retrouve toute la décarbonisation autour du véhicule. C'est très important pour aujourd'hui nos bilans carbone, mais le bilan carbone de nos enseignes clients, puisque je rappelle toujours qu'il faut placer le client au cœur du système, c'est quand même lui qui fait vivre tout ce qu'on envisage de faire. Et à ce titre-là, nous, on n'est pas les seuls, on a des gens comme FM Logistique, Jean-Christophe Maché très engagé, nous sommes très engagés. Concrètement, ce que l'on fait, c'est nous développons des offres full green. C'est-à-dire que on arrive de nos jours pour une enseigne. Il n'a pas cité Roquette, mais je vais citer Roquette. J'ai pas peur, on peut citer le SAF. Les dirigeants seraient très flattés qu'on les cite. Donc bravo pour ce qu'ils font, bravo pour l'engagement anticipé. Il y en a d'autres également. Nous, depuis 2009, nous le faisons pour Sephora, au départ d'Orléans, avec des véhicules électriques qui n'étaient qu'en milieu urbain, et qui aujourd'hui, à travers une offre qu'on appelle full green, alors on dit pas vert, on dit full green. J'entendais que la 2 ne se prononçait pas en anglais, ça faisait triste, j'ai compris, mais en tout cas, nous on appelle ça l'offre full green. J'ai un collaborateur qui est ici, Grégoire Lalac, qui pourrait s'en expliquer avec l'un ou l'autre d'entre vous. Il nous manque un maillon. Quand on arrive à Paris, aujourd'hui, on voudrait pouvoir faire un stop, et pouvoir faire un stop via après différents quais. Et ce qui nous a fait découvrir ça, c'est nos Jeux Olympiques. Donc concrètement aujourd'hui, on se fait accélérer par certaines enseignes, et je cite Sephora, on se fait accélérer pour le report. On a tout le monde du luxe qui veut y aller également. Donc je peux vous dire que c'est rentré c'est pas dans les mœurs, c'est rentré dans le réflexe. Et je vais citer Stéphane Raison qui disait je voudrais qu'on puisse créer un corridor vert pour desservir l'arrière-pays. Stéphane n'est pas arrivé, je crois. Moi je salue son initiative en disant nous on va être un des maillons et on va se connecter. Maintenant, que peut-on faire sur cette belle scène? Sur le Nord, c'est pas encore quelque chose qui fonctionne. Je parle du Nord, en termes de Dole, département du Nord, et sur l'axe Seine-Nord, partie, je veux dire, la connexion de notre canal, il va falloir qu'on puisse avoir l'ensemble des outils disponibles, également green, c'est-à-dire nos péniches, nos bateaux. Et il y aura un vrai débat là-dessus, un débat d'investissement, de porteurs des investissements, et puis après de contractualisation pour assurer le ROI sur ce type de véhicule. En tout cas, nous je pense que toute la profession de la supply chain, vraiment, il n'y a plus un magazine, il n'y a plus de page où on ne parle pas de la décarbonisation. Je n'ai pas parlé de toutes les énergies pour décarboner. Il y en a. Et merci, on reviendra d'ailleurs peut-être sur cette offre full green. On fera passer d'ailleurs le micro dans la salle pour quelques questions. Si on refait passer le micro de ce côté, à faire un petit actif. Quand nous avons préparé cet entretien, vous étiez un peu sur cette même ligne de discours en disant, voilà, pensons à cette décarbonation du transport, quand on évoque aussi les activités port à canal, l'accompagnement des bateliers, notamment artisanaux. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Oui, mais ça c'est très lié à la situation actuelle dans notre région. Et quand je dis notre région, je parle plutôt de la région nord de France, où, de par le gabarit actuel, nous avons une flotte fluviale qui est très artisanale et un gabarit limité. Tout dépend de ce qu'on appelle limité, évidemment, mais on n'est pas sur le grand gabarit tel qu'on a sur la Seine. Eh bien, le projet Seine-Esco, qui est un peu plus large que juste creuser un canal, et qui comprend également l'élargissement et l'agrandissement des écluses dans notre région, nous permet, ou
à réfléchir le changement de la flotte. Passer au grand gabarit. Sauf que passer au grand gabarit pour un bateau du style campinois, donc une certaine taille, ou un bateau RHK, enfin 80 mètres, 85 mètres, où vous naviguez à 2, voire à 3, vous allez demain 2030, 2031, tous ces bateaux vont pouvoir naviguer H24 en grand gabarit, 135 mètres. On va passer de 1500, 1600 tonnes à 4000 tonnes. Et donc, cela implique aussi un changement de paradigme des artisans, tout ce petit monde artisanal, qui va devoir évoluer vers des véritables chefs d'entreprise. Il ne s'agit pas juste de faire construire des grands bateaux, en dehors du fait qu'il va falloir trouver la surface financière. Il s'agit également d'embaucher, de devenir chef d'entreprise, de réfléchir le personnel, toute cette gestion autour. Et donc, là-dessus, je pense qu'un vrai accompagnement est nécessaire pour qu'on puisse passer à une flotte nationale, régionale, vous l'appelez comme vous voulez, mais à une flotte, notre flotte sur le futur canal qui puisse servir nos industries. Et c'est extrêmement important. Certains artisans vont faire le choix de rester à leur gabarit où ils sont aujourd'hui, c'est leur droit le plus absolu. D'autres vont vouloir passer au grand gabarit, et donc comment fait-on pour les accompagner? Et si déjà on passe à un gabarit plus important, c'est aussi le momentum, comme on dit, idéal, qui permet aussi de réfléchir le verdissement de la flotte. Un rétrofit d'un bateau est un peu plus compliqué qu'une nouvelle construction que vous faites tout de suite avec une énergie alternative. Avec aussi des besoins en équipement de l'axe en termes d'approvisionnement énergétique. On évoquera ce sujet avec Mme Leriquier, mais là aussi envisageons peut-être des activités bord à canal à inventer plutôt que de dupliquer des choses qui sont parfois à quelques kilomètres outre Quiévrain ou pas très loin. Oui, on peut s'inspirer des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement la même chose que ce que font nos voisins. Mais effectivement, il va falloir réfléchir à un ensemble de services. Et ça, c'est les rôles des ports intérieurs aussi. Quels sont les services que je vais pouvoir développer qui apportent un vrai plus à cette nouvelle batellerie qui va passer demain, avec pour objectif, évidemment, mais ça, je prêche un peu pour ma propre paroisse, c'est comment je fais pour que la métropole lilloise ne soit pas juste un territoire qui est sympathique à traverser en bateau demain, mais un territoire qui arrive à capter la valeur ajoutée qui est derrière. Et nous avons énormément d'atouts, nous avons des choses à faire valoir, nous avons de l'eau, nous avons de l'espace, nous avons des emplois, enfin des emplois qualifiés, et surtout nous avons aussi de l'énergie. Car ce que certains ignorent, c'est que nos voisins, que ce soit les Belges ou les Hollandais, ont sous-investi pendant des décennies en leur réseau électrique. L'électrification est un des vecteurs de décarbonation, et donc même si demain on veut aller vers des solutions plus électrifiées, des bateaux plus ou moins grands, électriques, nos voisins ne sont pas forcément en mesure de proposer cela. Évidemment, avec un terme bien marketing, même aujourd'hui, il y a des zones industrielles qui s'est créées que l'on appelle off-grid. Quand c'est anglais, ça fait tout de suite sexy, sauf si c'est la gueule. Mais c'est du marketing, ça veut tout simplement dire que le réseau ne tient plus. Et donc, si demain, nous voulons apporter des services supplémentaires, et nous, c'est plus large que juste Port de Lille, ben nous avons de quoi? Parce que nous avons l'énergie peu carbonée. Après, on peut discuter si le nucléaire est décarboné totalement verte ou autre, mais en tout cas peu carbonée, ce que nos voisins n'ont pas. Et donc, c'est un peu comme sur la route des vacances, où on voit la dernière station avant la frontière. Et bien, ça peut être pareil chez nous. Donc, voilà le type de développement auquel nous pensons à Lille. Merci, et je sais que justement, de mêler réflexion, transport, énergie et porter au plus haut niveau au sein de la région Hauts-de-France. Madame Leriquier, s'il y a un fleuve bien équipé, en tout cas en matière de bornes électriques, c'est bien la Seine, mais pour
sensibiliser aussi les chargeurs à faire plus de pluvial. Je crois que Paris Seine-Normandie est un acteur actif. Notre mission, oui, c'est vrai qu'il y a eu un grand développement à ROPA, VNF, qui ont fait un gros travail pour permettre à ce qu'il y ait une mise à disposition de l'eau et de l'électricité. Il y a aujourd'hui près de 45 ou 48 bornes installées, c'est pas suffisant. On a des grands noms, style Ferrero, qui nous disent c'est pas encore assez, faites plus. Donc ça vient. Mais nous avons des exemples aussi de grands groupes. Il y a Ikea qui est maintenant basé à Gennevilliers, qui va construire à nouveau quelque chose de plus grand encore dans les Yvelines. Ça leur a permis, avec Gennevilliers, de supprimer 300 000 km de camions par an. Donc ça a quand même un sens. Mais ça, ce sont des grands groupes, et j'ai presque envie de dire, ils se débrouillent aussi un peu seuls. Chez PSN, on a une ambition, c'est de s'occuper des entreprises un peu plus petites, des PME, PMI, qui bien souvent sont des sous-traitants des grands groupes et des filières présentes sur l'axe-Seine, et qui, elles, n'ont pas connaissance. Parce que ça ne s'en préoccupe pas, parce que ça, il y a le fleuve, mais c'est pas pour moi. Donc, il y a une initiative que l'on va lancer avec LSN qui s'appelle River Learning, qui sont des réunions d'une demi-journée où on va inviter des chefs d'entreprise TPE, PME à venir présenter le transport fluvial, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, les freins aussi pour eux, mais attirer l'attention pour que d'un seul coup on se dise c'est peut-être pour moi quand même, parce que mon groupe n'est pas, les livraisons ne sont pas urgentes, ça peut prendre le temps du fleuve, ça peut être différent. Ça c'est une expérience. Et puis il y a d'autres expériences pour faire connaître aussi et s'attacher aux plus petites entreprises. C'est la manufacture des Capucins à Vernon, qui a lancé une idée de dire il y a des grands projets style ZIBAC sur la décarbonation. Ok, ce sont les grands groupes, c'est Le Havre, c'est Rouen. En revanche, il y a plein de petites zones qui sont carbonées et il faut aider ces entreprises. Mais ces entreprises seules, elles n'y arrivent pas. Donc on va parler un peu marché public ou commande publique dans le même style, c'est est-ce qu'on peut faire un groupe? Donc l'idée de la manufacture, ça a été de prendre une dizaine d'entreprises sur un site, de contacter des chargeurs, de contacter des énergéticiens et leur dire voilà, c'est pas une grosse entreprise, mais c'est une dizaine de petites. Et comment on peut les aider? Et aujourd'hui, à Vernon, ça fonctionne plutôt bien, à tel point qu'on cherche un certain nombre de sites en Ile-de-France. Il y en a déjà 2 ou 3 qui sont ciblés pour faire cette même expérience sur la Seine. Mais merci beaucoup. Un sujet, Franck Cry-Monpré, qu'on avait pu aussi évoquer en préparation de cet entretien, c'est, on a parlé de ces futurs ports intérieurs, la question de la multimodalité de ces ports intérieurs est un sujet qui vous est cher. Alors, on sait, la Société du Canal Seine-Europe nous a annoncé que 2 ports intérieurs seraient trimodaux, Nesle et Marquion-Cambrai. Jérôme, vous nous le confirmez? C'est syndicaliste, oui. Mais je pense que se tourner. Je pense qu'il va y avoir un jeu de passe-passe. Je suis pas surpris parce qu'ils sont en train de s'aligner. On fait un beau couple à tous les deux. On n'avait pas exclu, tout au départ, d'avoir les 4 plateformes en branché. RFF, très clairement, nous a dit que ça posait problème pour 2. On ne désespère pas. Une vraiment. On reviendrait là-dessus, Président, merci. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas faire que de la bimodalité. Et ça, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, il y a des problèmes techniques pour lesquels il faut trouver des solutions. Moi, je ne suis pas désespéré. VNF trouve toujours des solutions quand ça se passe autour de l'eau. Je ne vois pas pourquoi sur Terre, les voies ferrées ne pourraient pas s'adapter. Les carrefours sont bien identifiés parce que je voudrais qu'on pense aussi, quand on parle ferroviaire et multimodalité, à l'européanisation des choses. On est en train de parler de nos régions, nos axes, mais il ne faut pas écarter tout ce qui est hub, qui peut être ferroviaire et fluviaux. Le fluvial, nous on sait que le plus grand hub européen, les utilisateurs, c'est Duisbourg. Donc clairement aujourd'hui, il n'y a pas photo. Sur le ferroviaire, on sait qu'il y a un très beau hub de l'autre côté de la frontière, vers le nord. On a un très beau hub sur l'Est parisien. Et puis après, il faut peut-être en faire au milieu. Donc si nos élus, dans leur démarche, pouvaient être inspirés, s'ils pouvaient aider la Société du Canal à
à mobiliser RFF plus encore, je pense que on aurait vraiment de la multimodalité et pas de la bimodalité. Je vais revenir sur ce qu'a dit mon président des ports de Lille. Dans ce que tu as dit, il nous manque quand même l'accompagnement de tous les ports existants à la transformation à la batellerie à 135 mètres. Personne n'en parle. On parle de ceux qui vont investir, ceux qui vont être des chefs d'entreprise à bord, mais on ne parle pas des quais existants qu'il faut modifier, qu'il faut transformer. Et j'appelle vraiment VNF à travers les recensements dont il dispose. Monsieur le directeur, vous avez tous les éléments. Je pense qu'il faut aller voir tous les propriétaires des quais. Il faut préparer l'agrandissement de tous ces quais. Sinon, monsieur l'a dit, on fera du tourisme. C'est une activité tout à fait noble. On en a besoin également sur tout le canal. Mais je tiens à dire que voir passer les bateaux et seulement des promeneurs, c'est pas l'objectif total de cet investissement pour notre activité économique. Merci. Merci beaucoup. Et sur ce sujet, monsieur Pelacci, justement, cet allongement du gabarit pour les ports de Lille, ça correspondra à quoi? C'est la perte de place de parking, entre guillemets? Non. Certes, je vous ai parlé de 13 sites. L'ensemble des sites gérés par Port de Lille ne peuvent pas accueillir des bateaux de 135 mètres, mais je n'ai pas forcément besoin non plus. Là où nous avons identifié, on va dire, les zones de grands échanges internationaux, l'ensemble de nos quais sont déjà adaptés pour des grands bateaux, le bateau de grand gabarit, ou le seront très bientôt. Donc c'est effectivement un travail que nous avons mené, qui est en cours, qui est indispensable, et qui nous permet aussi de réfléchir à l'installation des bornes, etc., d'aller plus loin et de proposer des services. Mais en tout cas, je ne peux pas parler pour mes voisins régionaux, mais chez nous, c'est en cours. Très bien. Et je vais proposer aux participants réunis, s'ils le souhaitent, de poser des questions à nos intervenants. On a un petit peu de temps, on a aussi quelques journalistes qui sont dans la salle. S'ils veulent aussi prendre la parole ou poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Et puis en attendant qu'une main se lève, je vais parler un petit peu de Paris et surtout le travail qui est fait par OPA en l'occurrence, mais VSNF un peu plus loin, et surtout les communautés portuaires dont on ne parle pas sur toute l'axe social qui font un travail énorme pour être actifs, pour être présents et surtout pour réfléchir aussi au multi-usage des quais. Et on le voit dans Paris, Franprix, le matin, amène des caisses. L'après-midi, les quais sont rendus aux touristes qui viennent. Et ça a une importance aussi dans nos métropoles. Merci. Franck Raymond, vous nous avez dit que vous aviez un collaborateur dans la salle, peut-être pour revenir sur cette offre de logistique full green. Voilà, peut-être effectivement avoir un petit détail de comment concrètement cette offre peut se décliner. Et puis si on a après des questions, on répondra à la salle. Bonjour. Bonjour. Merci. Grégoire Ladac, je suis le directeur transport de Logs. Effectivement, Franck en a parlé. On a monté une offre qui s'appelle Full Green Delivery où il s'agit d'utiliser les moyens qu'on a d'ores et déjà en place avec le groupe de Ray sur des véhicules porteurs et puis semi-remorques en électrique, en gaz et puis en carburant vert, de telle façon à faire tout ce qui est approche jusqu'en région parisienne, région lilloise. On pourrait descendre sur Bordeaux et sur Lyon aussi, de telle façon à trouver des débouchés, enfin, en tout cas une approche en J+1 pour la distribution green aussi sur le dernier kilomètre. Donc de nos entrepôts jusque sur les principales agglomérations françaises, de faire ce qu'on appelle du full green. Alors effectivement, on n'est pas sur du 100% décarboné, mais on tend à vouloir le faire, et sur le dernier kilomètre, puisqu'on est davantage sur la distribution B2C, sur le dernier kilomètre, travailler avec des partenaires locaux sur du vélo cargo notamment et sur du véhicule électrique. Pour le point report modal, tout ce qui est fluvial, effectivement, on est venu notamment ici, ou au pied de la Tour Eiffel aussi, pour voir comment fonctionnait le report modal sur du flux et notamment sur le flux Ikea. Je suis allé voir aussi à Europaport pour travailler aussi avec eux et en collaboration avec d'autres sociétés. C'est un peu ce qui va manquer très clairement, c'est la rapidité, puisque nous, sur la distribution B2C, en tout cas sur le secteur
d'activité davantage sur la partie B2C, c'est particulièrement compliqué parce qu'on se doit d'avoir de la réactivité et de la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'un colis, que tout le monde commande ici sur Internet, on va être livré le lendemain ou le surlendemain ou plus tard, et c'est particulièrement compliqué en utilisant du report modal par voie fluviale. Ça, c'est une chose, la rapidité. La deuxième chose, c'est finalement les infrastructures et puis les caisses mobiles qu'on pourrait imaginer pour le transport de colis. Parce que là, on parle de colis, des petits colis, on parle pas de palettes. Hein. Donc là, ce report modal est complètement à inventer. Très clairement, je pense qu'il y a des choses qui sont à faire. Il y a des entreprises qui font des caisses qui sont transportables pour passer d'un navire sur des quais ou sur un vélo porteur. Ça, c'est des choses qui sont envisageables. On n'a pas besoin d'énormes quantités pour distribuer la région, la ville de Paris. En tout cas tous les jours sur le flux, alors qu'on a quand même des gros chargeurs, des grosses boîtes de la cosmétique. Franck a parlé de Sephora notamment, on parle quand même de milliers de commandes par jour, mais c'est encore pas suffisant pour penser vraiment à un report modal avec le fluvial. Voilà. Il faut mutualiser, c'est bien ça le sujet. C'est effectivement ça, il faut mutualiser. Alors, nous, on a quand même pas mal de clients dans notre portefeuille. Hein. On a une société de logistique qui a quand même une emprise sur l'activité économique du Nord et puis aussi sur la région orléanaise. Mais même en mutualisant avec la totalité de nos clients qui sont sur nos entrepôts logistiques, je pense que ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi une vraie volonté des dirigeants de ces entreprises à aller vers le fluvial, à aller vers le green. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, qu'on est sur cette offre et qu'on fait de l'évangélisation auprès de nos clients, parce qu'on parle vraiment de ça, d'évangélisation, de montrer les intérêts du report modal, des intérêts du green, de la green delivery. Alors, il y a une démarche RSE qui est entreprise depuis plusieurs mois et qui vraiment s'accélère dans notre groupe, où on se doit de montrer à nos clients et puis aussi l'administration, on fait tout ce qui est nécessaire de faire, enfin tout ce qu'on doit faire pour limiter les émissions de carbone. Malgré ça, tant qu'il n'y aura pas réellement une pénalité très clairement sur la consommation carbone, ça ne bougera pas. Merci Grégoire. J'entends que l'offre est aujourd'hui mature, mais que la demande reste à confirmer ou à inciter. Il faut toujours du temps. Depuis le mois de juillet où j'ai pris cette fonction, je me suis amusée en côtoyant des chefs d'entreprise de toute taille à leur parler transport fluvial. Bien souvent, j'ai eu des yeux ronds en face en me disant bon, c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour toi? Je sais pas. Ah, d'accord. Tout les river learning, c'est de faire un effort et d'aller répéter encore et encore que le fluvial c'est possible. Il y a sûrement des freins, il y a des choses à inventer. Effectivement, les petits paquets c'est une difficulté, comment on le fait. Mais Ikea, en faisant déjà son stockage à Gennevilliers, ça lui permet de gérer 460 commandes par jour sur Paris Intramuros. L'installation qu'ils vont faire dans les Yvelines veut balayer un peu plus large aussi, donc petit à petit, je pense qu'on y arrivera. Mais il faut évangéliser en permanence. Merci. Je vois le président qui s'approche, Philippe Maridi, qui nous rejoint. Est-ce qu'il y a quelques questions de la salle pour nos intervenants? Pas plus de questions, ce qui vous... je vais vous remercier donc pour la participation à cette table ronde. On peut les applaudir.